tous, bienvenue dans la région de Durbuy. Nous sommes sur un site mégalithique qui s'appelle Wéris. Nous avons l'occasion en fait de rencontrer Didier Bogart qui a écrit un livre qui s'appelle Wakan Taka. Donc je le montre comme ça, vous avez une petite idée, qui est un livre que j'ai eu l'occasion de découvrir et même de dévorer, parce que c'est un livre qui parle de tout ce qui est énergie tellurique, énergie cosmique, les lieux hautement énergétiques et qui nous apporte des souhaits. Et c'est ce dont on aurait aimé parler avec Didier, donc que je reçois aujourd'hui. Bonjour Bonjour Didier. Anne, Je suis très très ravie mais moi de te aussi. recevoir dans ce lieu qui est quand même un lieu hautement énergétique. Ben, assez spécial, tout à fait. Donc, Ah, où il on y a les, eu... on les ressent d'ailleurs, les énergies, dès que l'on se trouve ici, elles sont autour de nous, elles sont partout. C'est vraiment super Voilà, donc c'est comme un endroit. endroit qui est particulier puisque bon, il y a eu des druides qui ont été sur place, qui ont fait des rituels. Donc ça a été un site qui a apporté énormément en fait. Ben, oui, je pense, comme il y en a beaucoup dans le monde, comme il y en a. En fait, des sites comme celui-ci, ils sont disséminés un petit peu partout dans le monde et ils servent tous à une chose, capter des énergies cosmiques, magnétiques et telluriques. Et dans la plupart des cas, pour des soins, bien sûr. Donc, Alors peut-être, tu vas peut-être te présenter auprès de nos auditeurs puisque d'accord. tout le monde ne te connaît pas et ce serait très intéressant d'avoir quand même un parcours atypique, hein. Oui. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus court possible. Donc mon nom est Didier Bogart. J'ai 63 ans là déjà. J'ai grandi en Belgique d'un père américain, d'une mère belge. Et puis à partir de mes 20 ans, j'ai décidé de partir vivre ma vie autour du monde. J'ai d'abord été un an aux États-Unis. Puis je suis parti en Corée du Sud. Je suis devenu prof de français. Et puis, quand on voyage, on doit essayer de gagner sa vie un petit peu à gauche et à droite. Donc, on fait des petites magouilles, hein, entre guillemets, histoire de pouvoir survivre, ce qui est très bien parce qu'on prend des avions assez fréquemment. Il y a une période de ma vie où je prenais 16 avions par mois quand même, ce qui était énorme. Et ça m'a permis de découvrir toute l'Asie, je dirais, du Japon en passant par Taïwan, la Malaisie, Singapour et autres, jusqu'au moment où j'ai atterri en Thaïlande, à Phuket, où je me suis installé, j'ai ouvert un bar. Donc j'ai eu un bar pendant un peu plus d'un an à Patong Beach, on était en 1983-84. De là, après un an, j'ai été vivre, et c'est probablement une des plus belles expériences que j'ai vécues en pleine jungle thaïlandaise, donc juste à la frontière laotienne et cambodgienne, près des Khmers rouges, dans le village natal de ma femme, de mon ex-femme, où on vivait sans électricité, sans eau courante, où l'argent n'existait pas, où on vivait de troc, de chasse, de pêche. J'ai été jusqu'à manger du cobra, des fourmis rouges, choses que C'est tu ce as que lues j'ai lu dans mon effectivement. bouquin, et c'est absolument très bon d'ailleurs. Et j'ai appris énormément avec mon ex-beau-père qui était chaman. Donc il m'a un peu enseigné déjà, j'avais 24 ans, les, euh, les bases de la nature. Quoiqu'avec mon père, déjà depuis que j'étais tout petit, j'allais en forêt tout le temps. Donc mon père m'a déjà enseigné les bienfaits de la nature. Et puis mon ex-beau-père également, ce sont tous des trucs qu'il m'a enseigné. Fatalement, on commence avec la permaculture et d'autres choses, vivre sainement, vivre sans argent et vivre avec un rythme euh, solaire, je dirais, quand le soleil se lève, on se réveille, quand le soleil se couche, soit on fait la fête un petit peu parce que ça arrive, hein, soit on va dormir directement. Et donc mon éducation de vie en pleine jungle, je l'ai eue là en Thaïlande où je suis resté plusieurs années. Et c'est à contre-cœur d'ailleurs que je suis revenu ici en Belgique. Et puis bon, j'ai eu un parcours ici en Belgique. Bon, je suis devenu ingénieur système en informatique en suivant des formations chez des grandes sociétés que je ne citerai pas. Ça m'a amené également à devenir ingénieur en télécom.
Donc j'ai travaillé pour des grosses sociétés, dont Ariane Espace, hein. Enfin, on faisait le support pour des toutes grosses sociétés. C'est là où j'ai appris pourquoi Ariane 5 s'était planté. Et contrairement à ce qu'on nous a raconté, c'est pas du tout l'histoire qu'on nous a racontée. Mais ça, j'en parlerai peut-être un jour dans mon bouquin. Et puis j'ai décidé, à un certain moment, l'aventure me manquait et j'ai décidé de repartir. Donc je suis reparti un petit peu partout en Europe. Euh, je pense que j'ai fait tous les pays d'Europe. Je suis reparti en Australie pas mal de temps. Je suis reparti aux Philippines aussi pas mal de temps. Il y a une période où quand j'étais en Belgique, je me suis beaucoup intéressé à l'aide sociale et avec un ami à qui je dédie ce bouquin tout au début, Stéphane Deramé, nous avons fondé une ASBL qui s'occupe toujours d'aide aux plus démunis. Donc on a constaté que beaucoup de personnes se faisaient jeter des CPS, enfin se retrouvaient à la rue, et qu'il y avait des lois que les organismes officiels allez, Ne respecte ne pas. respectaient pas. Merci. Ouais, c'est parce que je regardais mon chien là en même temps. Et donc, à chaque fois, il fallait faire un procès contre soit les CPS, soit l'ONEM ou des choses pareilles. On n'en a jamais perdu un parce qu'on partait de l'article 23 de la Constitution qui dit que tout être humain a droit à la dignité. Alors c'est quoi la dignité? C'est le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la médecine, le Et droit... ça vient euh, tout doucement titiller, je vais dire, l'idée de ton bouquin, parce que tu termines quand même de nouveau par ce principe-là, hein, je veux dire, de protéger l'humain et tout de à fait, respecter l'humain. tout à fait. Le Euh, mot respect pour moi est le mot le plus important. La dignité, c'est quelque chose qui se perd là complètement dans cette dictature qui nous tombe sur la tronche, hein. Soyons clairs et nets. Euh, donc voilà, j'ai fait là pendant 20 ans avec cette ASBL. Et puis on s'est intéressé à la permaculture à fond. Et je me suis intéressé également à l'électroculture. mhm. Donc voilà, j'ai également ouvert une société de sport extrême à un certain moment entre le Colorado et Chamonix. J'ai beaucoup habité aux États-Unis où j'ai testé tout ce qui était possible et inimaginable. À une période où on grimpait le Mont Blanc et on le redescendait en parapente et on faisait des trucs, des trucs pareils. Ça m'a beaucoup aidé dans la recherche de soi-même, Mm. dans la recherche de ses propres capacités à aller plus loin, à dépasser ses limites. Et puis, voilà, je me suis intéressé fatalement aux énergies libres. En fait, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux énergies libres, aux pyramides. Mhm. Hein, j'ai commencé avec le bouquin de Graham Hancock, et puis celui de Robert Bauval sur la ceinture d'Orion. Donc là, je refais un petit feedback sur 30 ans. Et pendant 30 ans, j'ai lu des bouquins, etc. Jusqu'au moment où, en décembre 2019, avec le coup de massue qu'on a reçu de la dictature, euh, je me suis décidé à m'y intéresser de plus en plus et d'essayer de résoudre l'énigme et de chercher de nouvelles pistes en ce qui concerne l'histoire de l'humanité surtout et le comment et le pourquoi des pyramides. Donc tout ça est expliqué dans mon bouquin. Et je pense avoir réuni des pistes assez intéressantes et j'espère que tout le monde lira mon livre pour rencontrer ces pistes-là et me dire ce qu'ils en pensent. Mais j'en suis arrivé à une conclusion que je suppose Oui, oui, tout à on va fait. rediscuter au fur et à mesure. Voilà. Exactement. Donc, on va peut-être partir sur l'idée du livre. Donc, en fait, en lisant tes nombreux livres et auteurs, tu Oui. t'es intéressé à ce qui se passait sur certains lieux énergétiques. Donc, tu passes de la permaculture, l'électroculture, et Mais, puis tu te rends compte en fait qu'on est régi par des lois cosmiques, des lois magnétiques, oui, électriques. en fait, tout ça va ensemble. L'électroculture, la permaculture va avec la recherche des pyramides, Mhm. tout comme la recherche de l'univers,
tout comme la recherche des énergies libres. Et les pyramides, ben on en trouve finalement partout sur la planète. Et fatalement, je me suis d'abord intéressé au site de Gizeh, mais il y a beaucoup plus que le site de Gizeh. Je parle du site de Teotihuacan, je parle du site de Xi'an en Chine, des pyramides de Bosnie, de Caral, qui ont tous un point commun, c'est que ce sont tous des capteurs d'énergie. Oui, mais au départ, on avait l'impression que c'était plutôt des sanctuaires. On nous a toujours, moi, je me souviens qu'à l'époque, à l'école, on me racontait que les pharaons avaient fait leur monument funéraire au sein de la pyramide. Et Alors, finalement, il n'y a pas tant de pyramides que ça. Enfin, il y en a assis partout, mais il y en je a dirais, des milliers sur la oui, planète. mais pas qui correspondent à un nombre important de décès. Est-ce que ce sont finalement des tombeaux? Alors, il n'a jamais été question de tombeaux. Euh, Toute pyramide a été construite au millimètre près, avec des formules énergétiques dedans, des formules mathématiques, des formules chimiques. C'est situé sur des lieux géodésiques parfaits. Euh, c'est orienté par rapport à ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut est représenté en bas sur notre planète par une civilisation très très avancée qui a construit ces pyramides et ce qu'on appelle des temples et autres, mais qui n'était absolument pas ça, qui étaient tout simplement des capteurs d'énergie et des générateurs d'énergie. Je suis intimement persuadé que dans les pyramides, l'être humain a été créé, a été modifié génétiquement, a été créé génétiquement. J'en apporte d'ailleurs toutes les preuves dans mon livre. Mais tu vas à l'encontre d'une histoire qui dictait dès le départ, puisqu'on parle quand même. Ben, il Donc y a, tu as le darwinisme, tu as les religieux qui vont parler d'Adam et Ève et la création par un Dieu. Et toi, en fait, tu proposes quand même alors, une autre approche, en fait, finalement. il y a pas que moi, il y a finalement depuis plus de 100 ans des gens qui ont compris que jamais ça n'avait été des retombeaux. Tous les livres sont mentionnés dans le mien, toutes les explications Mhm. d'autres personnes. Alors fatalement, il n'y a aucun scientifique issu de l'université qui va vous parler de ça, parce que ces gens-là sont complètement endoctrinés par le système et ils suivent ce qu'on leur dit de dire, mais toutes les découvertes sur les pyramides ont été faites par des gens euh, un peu marginaux, je dirais, qui ont fait leurs propres recherches par eux-mêmes, qui ont eu un certain feeling afin de pouvoir trouver cela, et qui ont compris le rôle des énergies cosmiques, magnétiques et telluriques, l'orientation aussi de toutes ces pyramides. Et ce sont beaucoup de gens autodidactes. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait un égyptologue qui ait découvert quoi que ce soit, à part creuser dans le sable et trouver une statue, mais il n'a jamais trouvé l'histoire des pyramides. Elles n'ont pas été construites, dans le cas de Gizeh, par Khéphren, Mykérinos et Khéops. Elles ont été construites il y a bien plus longtemps par notre civilisation précédente, qui date de moins 10 500 ans. Et ce n'était pas la première fois que ça se produisait. Donc, selon les écrivains que tu me cites, Oui. il y aurait plusieurs civilisations qui se seraient suivies. Mais civilisations, c'est sur toute la Terre? Alors, bien sûr, donc notre monde, comme on le vit maintenant, en fait, tout est cyclique. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec, je me répète, cette dictature qui se met en place, c'est déjà passé plusieurs fois et ça s'est toujours terminé par une catastrophe. Mhm. Toujours. Pourquoi? Parce que l'ego des dirigeants et des élites est tellement important qu'ils font des tests hyper puissants. Ils utilisent l'être humain pour l'esclavagiser et en tirer du profit, et ça se termine toujours par une catastrophe. Soit parce qu'ils font des tests trop puissants, soit parce que la Terre elle-même est vivante, la Terre elle-même est beaucoup plus intelligente, tout comme le système solaire et l'univers, que l'être humain, et à un certain moment, il provoque lui-même une Un catastrophe. nettoyage.
Et donc, dans mon bouquin, je suis remonté à moins 780 000 ans euh, de, de traces de ce qui s'est passé. Et je suis retombé sur 5 civilisations. Je ne suis pas le seul qui en parle, hein. Il y a plein d'autres personnes. Je suis retombé sur 5 civilisations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 5 pôles nord différents sur les 300 000 dernières années. Ce qui veut dire que la Terre a changé d'axe. La Terre a chaque fois changé d'axe suite à cette catastrophe, suite à une catastrophe, chaque fois. Et le Mais on pôle en nord parle là, a à l'heure changé. actuelle, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est intéressant, je veux dire, Ouais. dans ton témoignage et que j'avais envie d'aborder, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle effectivement de changement de polarité, que la rotation de la Terre est tout le temps plus rapide. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être bouleversées. On regarde le ciel, on observe le ciel, on se rend compte qu'il n'a jamais eu autant de signes, je veux dire, célestes, des alignements de planètes, etc. Comme s'il y avait effectivement cycle et que nous étions à un moment charnière d'une fête civilisation. Pour toi, c'est un peu le message? Nous sommes à un moment charnière de la civilisation, non pas, je crois, à cause des phénomènes naturels qui, eux, se répètent et sont normaux, mais plutôt à cause de l'activité humaine qui n'est pas du tout normale et qui est complètement en dehors du bon sens. Alors, qui serait en fait la cause de la première catastrophe, entre guillemets, parce que moi, en lisant ton livre, tu parles de Vénus, de la nouvelle Vénus et l'ancienne Vénus. Tout à L'ancienne fait. Vénus aurait été éjectée lors d'une Tout à explosion, fait. ce qui aurait créé la ceinture d'Orion, c'est ça? Non, 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 non. En fait, l'histoire est assez longue à expliquer. Il y a le livre de Immanuel Velikovsky que je mentionne, dont je m'inspire beaucoup dans mon bouquin, qui parle, enfin, dont le titre est Monde en collision. c'est ça. Et il a émis des hypothèses qui, à l'époque, tout le monde le prenait pour un fou. Et puis Einstein, tout comme Freud, l'ont applaudi. Euh, tout ce qu'il a dit s'est retrouvé vrai, Mhm. dans le sens que oui, à une certaine période de notre humanité, il n'y a pas si longtemps, Vénus a fait boum. A fait boum, oui. Donc Vénus a pété. Il y a une autre planète qui s'appelle Mulge-Phaéton qui a fait boum et qui, elle, effectivement, représente la ceinture d'astéroïdes qui devrait être une planète par rapport à la C'est loi ça. de Titus-Bode. La loi de Titus-Bode est une loi très très intéressante qui dit que dans le système solaire, chaque planète est positionnée d'une certaine façon et que les distances qui séparent chaque planète exponentiellement augmentent, mais qu'elles sont à une place précise. D'accord, Or, une expansion de l'univers? non, Non. l'expansion de l'univers, moi je n'y crois Ben, pas. tu Je dis pense que que c'est l'univers est déterminé fixe. comme dans une matrice, comme un bébé qui grandit et qui Voilà, c'est s'arrête. ça, Donc à un moment exactement. donné, ça s'arrête. Oui, mais on ne peut pas parler ici d'expansion de l'univers sortant après un Big Bang et venant d'un vide. Qui est-ce qui aurait créé ce vide et pourquoi? Hein, il faut que l'on m'explique. Donc, et je parle d'un bouquin d'ailleurs qui démontre complètement cette théorie du Big Bang qui n'a jamais existé, tout comme l'expansion de l'univers non plus. D'ailleurs, Einstein, à ses débuts, ne croyait pas non plus à l'expansion de l'univers, mais il a dû S'adapter faire pour... marche arrière parce que sinon il n'aurait jamais eu le prix Nobel. C'est ça. Il faut en être très conscient. Mais Vénus reste une planète qui est un peu particulière. Dans le livre, enfin, tu as l'air d'expliquer que la planète, elle va dans l'autre sens que les autres. C'est ça, c'est la seule planète qui tourne dans l'autre sens que celle du système solaire. Mais alors il faut bien comprendre qu'à un certain moment, l'homme, je pense, enfin l'homme, notre civilisation précédente, nos civilisations précédentes, donc nos ancêtres à nous, parce qu'il n'y a jamais eu d'extraterrestres, enfin bon, bref, ils se sont développés un petit peu partout dans le système solaire. Mhm. Euh, Donc sur d'autres Pas plus planètes loin, aussi, alors. sur d'autres planètes. Donc on parle de la Lune, Mars, Vénus et Mulge-Phaéton, et ça s'arrête là, parce qu'après il y a les ceintures de Kuiper, et je ne crois pas que l'homme l'ait jamais dépassé. Bref, il y a dû y avoir des soucis entre
les colonisateurs d'une telle planète et les représentants de la planète Terre. Il y a probablement eu des guerres internes à ce moment, ou encore une fois des tests un petit peu trop forts effectués sur certaines planètes, et certaines planètes ont explosé, comme Mulge Phaéton, qui a vraiment fait boum. Donc c'est le restant de la ceinture d'astéroïdes, eh bien, c'est cette planète, c'est prouvé dans la loi de Titus Bode qu'il y avait une planète. C'est prouvé également par un auteur que je cite énormément et qui a fait des études sur le site de Gizeh et de Teotihuacan où il a trouvé l'emplacement de chaque planète dans l'allée de la mort en ce qui concerne Teotihuacan et sur le site de Gizeh même. Donc en fait, ce serait une photocopie du ciel Qu'on a mis. qu'on a mis sur... Oui, mais une photocopie énergétique. C'est ça, une Parce empreinte énergétique. Une empreinte énergétique. Parce que parlons des trois pyramides de Gizeh, tout comme des trois pyramides principales de Teotihuacan. Elles sont assemblées d'une certaine façon. Il y en a deux qui suivent un axe et une qui est un petit peu plus en retrait, comme celle qui se trouve sur la ceinture d'Orion. Alors, c'est le même principe à Teotihuacan qu'à Gizeh. Et si on fait des recherches un petit peu plus poussées, on se rend compte que dans la ceinture d'Orion, donc dans ce que moi j'ai appelé cet astérisme, je l'ai appelé un boval, vu que c'est Boval qui en parle le premier, Robert Boval, dans son livre Le mystère d'Orion. Derrière cette ceinture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nébuleuses. Les nébuleuses sont génératrices d'étoiles. C'est ça. Toutes. C'est la vie et la mort. Mais donc, c'est générateur d'énergie extrêmement forte. C'est ça. Et donc, si c'est mis d'une certaine façon, orienté d'une certaine façon, ça reproduit exactement ce qui est en haut et ça reproduit les mêmes énergies pour autant que ce soit aligné au millimètre près sur le nord géographique et le nord magnétique avec cet astérisme de Boval que je cite. En plus de ça, donc si on mélange les ondes telluriques de la planète, parce que c'est situé sur des endroits telluriques spéciaux, et si on rajoute en plus la position des planètes, vous avez 3 ou 4 coefficients qui font augmenter la puissance la puissance de toutes les énergies. Exactement. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. En fait, c'est en lisant le livre de Hubert Reeve que ma compagne un jour fait tomber tout à fait par accident. Et directement, c'est retombé sur la ceinture d'Orion. Elle me l'a dit, regarde qu'est-ce qui vient de se passer. C'était un message pour me dire, étudie ça. Hein. Ça. Et Hubert Reeve l'explique très bien. Il faut lire absolument Hubert Reeve, bien que lui croit au Big Bang et à la théorie de l'univers en expansion. Mais à part ça, il a écrit des choses absolument extraordinaires. Bon, il y a toujours à boire et à manger dans chaque bien sûr. expertise. Et dans tous les livres que j'ai lus, c'est ce que je dis à la fin de mon bouquin, mais tout le monde avait la vérité, du moins une petite partie. Exactement. Tout le monde. Et c'est la force de ton livre, c'est en fait d'avoir récolté les informations avec beaucoup plus de hauteur, puisque tu as le recul et la hauteur nécessaire pour dire de récupérer des données de chaque auteur et de pouvoir les compiler dans ton livre. Et peut-être l'expérience de la vie que j'ai eue également, qui m'a permis de faire ça, l'ouverture d'esprit que j'ai, enfin que je pense avoir, et effectivement le fait qu'il y a eu comme si une personne plus haut me dirigeait et m'aidait à trouver. Tout s'est enchaîné. J'ai acheté des bouquins qui devaient être la suite de ce que je veux. Voilà, il y a des synchronicités qui se sont passées, quelque chose d'extraordinaire afin d'écrire ce bouquin qui commence tout doucement à se faire connaître, et j'en ai des retours de spécialistes, pas du dogme habituel, mais hors dogme, qui me disent tous la même chose. C'est un bouquin qui est très intéressant et qui amène des idées nouvelles. Après, tout le monde fait ce qu'il veut de ce que j'écris, il me croit ou il ne me croit pas. Je ne prétends pas détenir la vérité, c'est pas ça. Je dis juste, voilà, ce sont des nouvelles pistes
dans la vie, au contraire de ce que l'on nous explique, si vous comprenez l'univers et les énergies cosmiques, surtout les énergies cosmiques, vous comprenez le but de la vie. Et Georges Lakhovsky avait fait des études. C'était un gars extraordinaire. Il soignait absolument toutes les maladies, il soignait tous les cancers. Et il avait compris le phénomène des ondes cosmiques. Et lui partit du principe que les ondes cosmiques, c'est quoi? C'est la création, c'est la maintenance de la vie, mais ça peut être la mort également, si on en emploie à mauvais escient, Comme pour tout. ou trop, Exactement. comme pour tout. Mais les ondes cosmiques sont les régulateurs de la vie, c'est ce qui donne les énergies libres. On n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin d'électricité. Si vous rentrez dans le monde de la permaculture, enfin, moi c'est ce que je fais déjà, je capte les ondes cosmiques avec des antennes, avec des tours irlandaises de ce que l'on appelle dans le milieu de la permaculture, qui sont des tours en grès avec du basalte paramagnétique. Et ça me donne mais, des résultats extraordinaires. Donc Georges Lakhovsky, lui, avait déjà compris tout ça et il fabriquait des bracelets. Oui, j'ai eu Voilà. l'occasion de tester. Je te remercie. J'en parle Et, régulièrement. et Je ne du sais coup, plus ça les. fonctionne. Ah ben je ne sais plus les quitter. Voilà. J'avoue que je me Voilà. rends compte qu'effectivement on parle de l'humain comme étant une source de magnétisme, d'électricité, et Ouais. que nous on est toujours isolé par des chaussures, qu'on est toujours amené à nous mettre, je veux dire, dans des cages de Faraday, etc. Et au final, on devrait être mis à la terre. Et que ce principe de profiter des énergies cosmiques permet aussi une bonne comment dire, circulation des énergies au niveau de notre corps. Bien Et que sûr. les maladies, bon, d'après ce qu'on dit, sont quand même des blocages énergétiques qui provoquent des maladies. Alors, tout être humain est constitué de circuits oscillants. Encore une fois, je reviens aux études de Georges Lakhovsky, tout comme celles de Raymond Reif, qui vont dans le même sens, tout comme celles de Nikola Tesla et de Philippe Callan, que je cite beaucoup dans mon bouquin. Et donc, le corps humain est constitué de circuits oscillants. S'il y a déséquilibre de circuits oscillants, vous tombez malade. C'est ça. S'il y a équilibre de circuits oscillants, vous ne tombez pas malade. Et donc, avec ces bracelets, ça régule les énergies magnétiques et cosmiques. Mais une fois que vous avez compris ce système, vous avez compris également qu'est-ce que c'est que l'immortalité. Donc ce À serait quoi quelque chose servent de. les pyramides? Ce serait quelque chose. Donc toi, clairement, tu penses qu'il y a possibilité, en tout cas, de prolonger vachement le corps humain. Alors déjà, du temps des Indiens, enfin des Amérindiens, du temps des Africains, ces gens-là avaient une espérance de vie d'au moins 120 ans. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en pleine nature, naturellement. euh, voilà. Ici, on nous fait croire que l'espérance de vie augmente, mais non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Alors oui, si on étudie un petit peu Anton Parks, qui a écrit pas mal de bouquins, il a traduit les textes sumériens, c'est un gars extraordinaire, et dans ces traductions, il prouve que certaines personnes pouvaient vivre non pas des centaines d'années, mais des milliers d'années. Donc certains rois vivaient des milliers d'années. Et c'est là où on arrive à ces sites qui ont été construits pyramidaux et autres, parce que tout ça c'était sur des pays entiers. Il n'y avait pas que le plateau de Gizeh avec ces 7 pyramides, 9 ou enfin bon bref, il y avait beaucoup plus. C'était tout un circuit qui allait jusque en Palestine, en passant par Jérusalem, en repassant par l'Iran, l'Irak, le Yémen, enfin bon bref, c'était tout un site. Et ce site est encore orienté. Il est toujours bon là. Donc il est toujours crois bien que orienté, maintenant, il peut toujours servir. fonctionner, il peut toujours servir, il est orienté pile poil nord, donc il peut toujours servir. Et alors tout le monde s'est aussi posé la question du mais pourquoi est-ce que les équinoxes et les enfin bon bref, pas les équinoxes, mais Les pleines les lunes, solstices, les pardon, solstices, les et équinoxes, les pleines les lunes, etc. Oui, solstices sont représentés dans tout ce qui est sites archéologiques et pyramides et autres. Et là, vous le trouverez dans les explications dans le livre de Philippe Callan, qui a fait des tests là-dessus, et qui explique
que c'est à ce moment-là que les ondes cosmiques sont les plus Sont les fortes. plus fortes. Oui. C'est à ce moment-là Donc, que alors les ça ondes pourrait cosmiques. expliquer que les Égyptiens embaumaient les corps en attendant une équinoxe ou en attendant un solstice pour pouvoir régénérer le corps. C'était leur espérance en tout cas. Alors, les Égyptiens n'avaient plus la technologie que pour ressusciter les corps ou régénérer, ou recréer des, des records, mais ils sont arrivés à un certain moment sur un site où il n'y avait que des traces de momies, il n'y avait que des traces de gens qui étaient avec des Des bandelettes. bandelettes. Et, et donc ils ont imaginé que les pyramides étaient un lieu où effectivement ça pouvait servir de tombeau, où on transférait l'âme du défunt vers leur douat, donc vers le paradis pour eux, hein, l'après-vie, Mhm. pardon. Hein. Et ils ont réinterprété ça, mais d'une autre façon. Mais il y avait encore certaines choses qui fonctionnaient dans les pyramides, parce que comme elles sont toujours alignées, comme elles sont faites d'un certain matériel paramagnétique, eh bien la lévitation fonctionnait toujours. Oui, parce que tu parles de la Bien lévitation et je sûr. ne savais pas, je suis tombée des nues, Oui. qu'il y avait au moins plus de 125 cas de lévitation qui étaient recensés. C'est ça, même plus, hein, je pense, parce qu'il y Tout le avait, temps, tout le temps. régulièrement, et dans toutes les régions. Et dans Donc on toutes a les eu régions. au Tibet, il y a eu des Partout, chrétiens, il y a eu partout, pas partout, mal partout. de Et souvent, c'était sur des sites qui étaient énergétiquement énergétiques. très forts. Exactement. Et avec des gens qui avaient une âme Élevés, enfin, avec, élevée, voilà. Hein. oui, Et aussi ils avec, méditaient. les fréquences. Il est prouvé au Tibet qu'il y avait, je ne sais plus combien, je le cite dans mon livre, Faut qu'il y déplacer des avait pierres. 120 musiciens, et si on en enlevait un, ça ne C'est fonctionnait ça. plus. Donc il fallait un nombre précis, hein, de musiciens. Eh bien, les Égyptiens faisaient exactement pareil, mais avec la voix. Et donc, à partir du moment où on comprend que la grande pyramide de Gizeh était un immense capteur énergétique, que tout avait une raison d'être dans la grande pyramide, on trouve le nombre d'or, on trouve le mètre, on trouve la distance de la Terre à la Lune, C'est ça. de la Terre au Soleil, la masse de la Terre, la circonférence de la Terre. Et donc, avec un certain champ, on parvenait à faire de la lévitation dans la pyramide. Encore une fois, c'est prouvé par Philippe Callahan. Ce qui explique aussi pourquoi les chamans indiens et autres, quand ils guérissent, non seulement ils guérissent avec des plantes, mais en même temps ils entonnent Oui, tout à fait. un chant de guérison. Ce n'est pas par hasard, Mhm. c'est parce que ce sont des C'est fréquences, vibratoire. c'est vibratoire, c'est tout. En fait, tout est basé, comme Nikola Tesla l'expliquera, enfin, pas que lui, moi je l'explique également, et d'autres, tout est basé sur les fréquences. Et nous vivons dans un univers où tout n'est que fréquence, Mm. tout n'est que musique. L'univers est un grand orchestre musical. Où Et tout a son tout est importance. prédéfini, Exactement. tout est mis d'une certaine façon à, à et là, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est Mathieu Lavaux dans ses travaux. Il faut absolument aller voir son site, donc, enfin, son site précédent qui était Horizon 444, où il explique que chaque planète enfin, chaque galaxie et autres a des positions bien spécifiques et que dans certains cas, il y a le nombre d'or ou des rectangles d'or ou des triangles d'or qui se forment et que c'est à ce moment-là que moi je pense que les énergies sont les plus fortes. C'est ça. Donc, Alors, tu parlais tout à l'heure de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ça me rappelle vraiment, je t'avais expliqué que je m'intéresse à la philosophie hermétiste, ouais, mais hermétique, où on parle des différents principes immuables de l'univers. Et donc, justement, ça fait partie d'eux. Et que même dans l'humain, on a des mesures qui sont reprises. Si on reprend Léonard de Vinci, quand il fait ses toiles, il reprend certaines mesures qui sont des nombres d'or. tout à fait.
Alors, et c'est là où j'en viens à ma théorie, enfin je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas le seul à avoir cette théorie-là, que nous avons été créés génétiquement, et si on lit les mythes et, et toute l'histoire précédente, on verra que tout se trouve dans les mythes De toutes les religions de mondiales, hein, toutes parce les que bon, religions mondiales, enfin, de toutes les connaissances mondiales. Et quand on parle de soi-disant dieux qui ont donné des demi-dieux, etc., tout s'explique par la génétique. c'est ça, Moi, je pense qu'il y a une explication une toute hybridation. logique là-dedans. À un certain moment, en fait, encore une fois, la vie n'est que cycle. À un certain moment, il y a eu une inversion totale des pôles. Alors, une inversion totale des pôles, c'est le pôle nord qui devient le pôle sud et le pôle sud qui devient le pôle nord. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? La Terre perd sa protection par rapport aux ondes cosmiques pendant quelques années. Oui, Ce qui fait qu'on est bombardé, on est irradié complètement. Alors, qu'est-ce qui a dû, pour moi, encore une fois, se passer? Mais ce n'est qu'une théorie qui doit être, et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront pour m'aider là-dedans, parce que seul, c'est un travail colossal. énorme, c'est colossal. Moi, je pense que lors de cette inversion des pôles, il y a l'humanoïde de cette période-là qui s'est fait irradier et qui a développé son intelligence. Il faut bien comprendre que l'évolution, comme on nous l'a appris, n'existe pas. L'évolution se produit par, non pas lentement, mais par des à-coups très brutaux. Qui C'est envoie péter la théorie de Darwin. complètement. Oui. Donc ça, Que lui c'est a la réfuté théorie. avant son décès. Oui, il n'y a pas que Il était lui, il y a revenu. Pasteur également qui, avant de mourir, a dit non, j'ai complètement tort, c'est Béchamp qui avait raison. Enfin bon, bref, c'est beaucoup de gens qui ont été malheureusement, qui ont fait partie de la franc-maçonnerie et, Du système. et du système corrompu. Voilà. Hein, et ce ne sont pas les plus intelligents que l'on prend, ce sont les plus conformes, malheureusement. Conforme. Et donc, Je ne vais pas utiliser le langage des oiseaux. Non, c'était la petite parenthèse. Conforme. oui, Mais, mais c'était un peu ça, oui. donc d'où est-ce qu'on en revenait là Ben, donc ici, bon, en fait, euh, trop de Moi aussi. Laisse tourner, c'est pas non, grave. mais c'est parce qu'on passe d'un Oui, truc à on l'autre. Mais passe tellement donc, ben, on a changé d'avis, donc le Donc, darwinisme, attends, etc. c'est ça. Voilà. Et donc voilà. Et donc revient à moins 780 000 ans d'hier ici. Il y avait une sorte d'humanoïde, mais avec très peu d'intelligence qui a été irradiée. C'est un peu comme l'histoire de Spider-Man, de l'homme araignée qui prend tous des pouvoirs en se faisant irradier. C'est exactement le même phénomène. Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'était ce qu'on a appelé les petits gris, qui sont des êtres tridactyles et avec un corps assez allongé et qui ont développé cette intelligence par un bombardement cosmique. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont effectivement à ce moment-là trouvé, mais sur des dizaines de milliers d'années, ça ne s'est pas fait en quelques jours, ils ont trouvé comment fonctionnait l'univers, comment créer des pyramides, enfin ils sont tombés sur leur génétique et autres, et ils ont voulu, plus que probablement, se recréer à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de la perfection, c'est-à-dire à l'image du nombre d'or. Du nombre d'or. Et l'humain, tel que nous sommes maintenant, a été créé comme ça, via les sites cosmiques, je dirais. Je ne vais pas parler de sites pyramidaux, parce que, encore une fois, ce n'est qu'une petite, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus que ça. Autant dans le sous-sol, que tout était truffé de souterrains. Enfin bon, bref. Et donc, ils ont créé une sorte de ce qu'on a appelé les dieux dans les mythes, mais qui n'est juste qu'une manipulation génétique. D'ailleurs, l'homme est reconstitué, on a des cellules de porc et d'autres, et on n'a jamais trouvé le chaînon manquant.
Jamais, Mm. jamais, jamais. Or, je pense qu'avec cette théorie-là, le chaînon manquant, il s'explique. Il y a eu quand même Il s'explique. un saut d'intelligence. On parle de l'homme de Néandertal, etc. Il y a eu un Alors, saut d'intelligence à un moment donné. l'homme de Néandertal, pour moi, c'est aussi une vaste blague. Il est prouvé encore une fois par les écrits de Anton Park que certaines personnes vivaient des milliers d'années, voire enfin, oui, des centaines, voire des milliers d'années. Or, le, la, la- la forme de l'être humain se développe. Et donc, on attrape plus pas de sourcils, mais l'intérieur de notre cerveau se redéveloppe. Ce qui est le cas de l'homme de Néandertal, soi-disant, qui pour moi n'est que les gens qui vivaient beaucoup plus vieux à cette époque D'accord. et dont le corps se développait plus au niveau osseux. D'accord. Voilà, Oui, oui, parce j'y qu'on dit que le arriverai nez parce que grandit, les oreilles grandissent, continuent à grandir, etc. voilà. Oui, Donc, d'accord. Alors moi j'aimerais encore juste une petite chose. Donc on a parlé, enfin, on va pas raconter tout du livre parce non, que c'est non, vraiment important qu'on puisse aller le voir. J'aimerais quand même le présenter, hein. Donc ton livre en fait est disponible sur publierunlivre.com. Donc c'est www.publier-livre.com. Donc c'est le livre en papier. c'est ça. Donc moi j'encourage évidemment pour pouvoir avoir les informations supplémentaires parce que là on a abordé qu'une toute petite Toute petite fragmentation partie. de tout ce que tu parles. Donc d'aller le chercher. Et ce que j'aimerais que tu nous expliques quand même avant de terminer, c'est qu'est-ce que ça apporte en fait en finalité. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est une déception où tu te dis que tout est foutu, c'est cyclique, on va être complètement détruit? Ou est-ce qu'il y a... parce que bon, dans nos émissions, on a besoin de ça, c'est cette note positive, si on peut dire. Mais Donc, selon toi, il y a toujours du positif. Donc moi je pense qu'il est encore possible de faire quelque chose. Et je l'explique à la fin de mon bouquin. Ce qu'il faut faire exactement. Il faut se débarrasser de l'argent, il faut se débarrasser du capitalisme, il faut revivre dans un monde comme les Indiens d'Amérique du Nord vivaient, ou les aborigènes, ou les Celtes, c'est-à-dire plus proche de la nature, plus de un, plus respectueux. proche de la nature, de deux, dans des petites communautés uniquement, où il y a un conseil des sages, où tout le monde a le droit de décider, mais les sages et les plus vieux sont écoutés, mais surtout un monde où l'argent n'existe pas. C'est l'argent qui pourrit tout Donc, à chaque fois que les quand on y civilisations réfléchit. se sont détériorées, c'était toujours une question de luxure, d'intérêt financier, Bien sûr, de domination, d'ego, d'ego. bien sûr, et tout ça vient du fait, et je vais quand même revenir un petit peu à cette création qui pour moi est hyper importante, à partir du moment où, pour moi, les petits gris ont créé génétiquement l'être humain que nous sommes, il y a eu des étapes qui se sont passées. On a créé des esclaves dans les sites cosmiques. Le grain de sable, pour moi, ce sont les dieux, donc ceux qui étaient au pouvoir, qui ont forniqué, et ça c'est dans tous les écrits Oui, anciens, qui ont forniqué avec les femmes des hommes. des hommes. Ouais. Et c'est ce qui a donné la race des demi-dieux. Ok. Et donc, pour moi, tous les gens qui ont une certaine logique et un certain bon sens descendent génétiquement de cette race de demi-dieux. Mais que la majorité, d'ailleurs, si on reprend les études de Milgram, qu'on a encore discuté ce matin, c'est que 80% de la population est juste incapable de comprendre ce qui se passe parce que mentalement, ils n'en ont pas les capacités. Ils n'en ont pas les capacités. Ils se laissent endoctriner, ils se laissent lobotomiser. Enfin bon, bref. Et donc moi, je pense que c'est très important de revenir à cette période de création et de ce grain de sable qui s'est passé. Donc effectivement, parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Il faut quand même bien comprendre là, qu'il y a un génocide qui est en cours de Mm. 7 milliards de personnes. Claire Sévrac l'explique très bien
dans son livre La guerre secrète contre les peuples. Elle en a payé le prix fort d'ailleurs. Et je pense que oui, il n'y a aucun message de haine de ma part, mais il faut absolument stopper les gens qui sont au pouvoir. Il faut stopper, reprendre sa souveraineté. reprendre sa souveraineté, stopper ces élites et les mettre en tôle une fois pour toutes, et, repartir avec des gens sages, avec des gens qui ont du respect, avec des gens qui sont honnêtes, avec des gens qui comprennent ce qu'est la nature, avec des gens qui comprennent ce qu'est la vie, qui ne sont pas là pour profiter, qui ne sont pas là pour tuer, qui ne sont pas là pour détruire, mais qui sont là pour construire. Or, on vit dans un monde actuellement où il n'y a plus qu'une petite partie, mais alors une minorité de la population qui a pris le pouvoir et qui décide à votre place, parce qu'ils ont pris toutes les ressources, ils ont volé tout l'argent, ils ont introduit l'argent déjà, et puis ils ont tout volé. Et puis, ils vous volent tout et finalement, personne ne se révolte et tout le monde se prend des baffes et personne ne comprend ce qui se passe. Où les gens, dans la plupart, font le coup de l'autruche et ne veulent pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils sont contents avec leur télé, avec leur match de foot, avec leur course de vélo, avec leur truc de tennis et avec leur bière et on leur dit il faut travailler, c'est prendre sa responsabilité voilà. en tant qu'humain, que nous avons notre pouvoir et qu'il faut reprendre notre pouvoir et dire stop à ce cycle sans fin où on nous fait recommencer à chaque fois la même histoire. Mais en fait, une fois qu'une majorité de gens auront lu mon bouquin, j'espère que c'est exactement ça qui va se passer. En tout cas, c'est le message que j'ai ressenti. Voilà, qui vont comprendre, qu'il faut comprendre, qu'on reprenne notre souveraineté, d'être libre. Voilà, hein, si on étudie un petit peu la vie sur Terre, ben, on se rend compte que seul l'être humain est aussi mauvais. Les animaux ne sont pas mauvais. Quand ils ont faim, oui, effectivement, mais nous, ici, c'est de la méchanceté pure et dure. L'être humain est mauvais. Moi, je vais même plus loin. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Je pense que pour le bien de l'univers, il faudrait que l'humanité disparaisse. On n'ira pas jusque-là, on espère. Voilà. Et que de toute façon, on a une vie derrière qui sera probablement beaucoup plus magnifique que celle que l'on a maintenant. L'énergie, comme dirait Nikola Tesla et d'autres, rien ne se crée, rien ne se perd, c'est pas lui qui l'a dit, mais bref, mais l'énergie, elle ne meurt jamais. Exactement. Elle persiste. Lorsque l'on meurt physiquement, mais notre énergie, elle est toujours là. Et elle sera toujours là. Merci. Merci Didier pour ce super témoignage. Je tenais déjà à te remercier vraiment d'être passé nous expliquer. C'est moi qui te remercie, Anne. À Buka. Et alors, oui, effectivement, le message est magnifique. Il faut penser à nos enfants. Nous, on ne fait qu'une partie du travail. Et on a un rôle à jouer, bien évidemment, puisqu'on a l'avenir de nos enfants face à nous. Et on doit avancer. Quoi qu'il arrive, c'est pour le bien de l'humanité. Et puis, on aura fait notre part de travail et on pourra repartir de plus belle pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci.